Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audiolib présente Un rien peut tout changer, Atomic Habits. Micro-action, méga impact, de minuscules changements vont transformer votre vie. De James Clear, traduit de l'anglais par Emmanuel Aubois, lu par Antoine-David Calvé. Introduction. Mon histoire. Le dernier jour de ma 2e année de lycée, je reçus un coup de batte de baseball au visage. La batte échappa des mains de mon camarade alors qu'il prenait son élan pour taper dans la balle de toutes ses forces. Elle vint me frapper pile entre les 2 yeux, je ne garde aucun souvenir de l'impact. La batte me percuta avec une force telle que j'eus le nez écrasé. La collision propulsa les tissus cérébraux mous contre ma boîte crânienne. Je sentis l'onde de choc traverser ma tête. En une fraction de seconde, j'avais le nez cassé, de multiples fractures du crâne et les 2 orbites en miettes. Quand je repris connaissance, les gens me dévisageaient et se précipitaient à mon secours. Je baissai les yeux et remarquai des taches rouges sur mes vêtements. L'un de mes camarades de classe retira son maillot pour me le tendre. Je l'utilisai pour stopper l'hémorragie s'écoulant de mon nez cassé. Choqué et désorienté, je ne réalisais absolument pas la gravité de mes blessures. Mon professeur passa son bras autour de mes épaules pour m'accompagner jusqu'à l'infirmerie. Le chemin me parut interminable. Il fallut traverser le terrain, descendre la colline pour enfin rejoindre l'école. Chacun se donnait le tour pour me maintenir debout. Nous avancions lentement, personne ne réalisait que chaque minute comptait. Lorsque nous fûmes enfin arrivés, l'infirmière entreprit de m'interroger. « En quelle année sommes-nous » ? « 1998, répondis-je, alors que nous étions en 2002. « Qui est le président des États-Unis ?»« Bill Clinton, ajoutai-je. « Et non, c'était George W. Bush. »« Comment s'appelle ta mère ?» Là, je bloquai. 10 secondes plus tard, je répondis nonchalamment « Patricia », comme s'il était normal qu'il m'ait fallu 10 secondes pour me souvenir du prénom de ma mère. Mon organisme était incapable de supporter l'œdème qui se formait dans mon cerveau et je perdis connaissance avant l'arrivée de l'ambulance. Quelques minutes plus tard, on me transporta à l'hôpital. Peu de temps après mon arrivée, mes organes vitaux cessèrent de fonctionner les uns après les autres. D'abord, même les fonctions de base comme la déglutition et la respiration étaient difficiles à maintenir. Puis, j'eus ma première crise de convulsion de la journée avant de cesser de respirer. Les médecins se dépêchèrent de me placer sous oxygène, mais ils durent se rendre à l'évidence, l'hôpital local n'était pas à même de gérer la situation. Un hélicoptère fut affrété pour me transporter vers un grand centre hospitalier à Cincinnati. Je fus poussé depuis la salle d'urgence vers l'héliport, de l'autre côté de la rue. La civière tressautait sur le trottoir caouteux. Une infirmière poussait mon lit tandis qu'une autre me maintenait sous assistance respiratoire. Ma mère, qui était arrivée à l'hôpital quelques instants auparavant, monta dans l'hélicoptère à côté de moi, me tenant la main. Je restai inconscient et incapable de respirer sans assistance pendant la totalité du vol. Mon père rentra à la maison pour s'occuper de mon frère et ma sœur et leur annoncer la mauvaise nouvelle. Il retint ses larmes en expliquant à ma sœur qu'il n'assisterait pas à sa cérémonie de remise des diplômes qui devait avoir lieu ce soir-là. Après avoir confié mon frère et ma sœur à la famille et à des amis, il prit le volant pour retrouver ma mère à Cincinnati. Lorsque l'hélicoptère atterrit sur le toit de l'hôpital, une équipe d'une 20aine de médecins et d'infirmiers se précipita sur l'héliport et me transporta jusqu'à l'unité de traumatologie. À ce moment-là, l'œdème cérébral était devenu si important que j'eus de multiples convulsions post-traumatiques. Mes fractures avaient besoin d'être réduites, mais je n'étais pas en état de subir une intervention chirurgicale. Après une autre crise de convulsion, la 3e de la journée, je fus plongé dans le coma artificiel sous ventilation assistée. Mes parents connaissaient bien cet hôpital. 10 ans plus tôt, ils étaient entrés dans le même bâtiment, au rez-de-chaussée, les examens ayant révélé que ma sœur souffrait d'une leucémie. À l'époque, elle avait 3 ans, j'en avais 5 et mon frère n'avait que 6 mois.
Après 2 ans et demi de chimiothérapie, de ponction lombaire et de biopsie de moelle osseuse, ma petite sœur quitta finalement l'hôpital, heureuse, en bonne santé et libérée de ce fichu cancer. Après 10 années de vie paisible, mes parents se retrouvaient au même endroit, mais cette fois-ci pour un autre de leurs enfants. Alors que je sombrais dans le coma, l'hôpital envoyait un prêtre et une assistante sociale réconforter mes parents. C'était le même prêtre qui les avait rencontrés 1 décennie plus tôt, le soir où ils avaient appris que ma sœur avait un cancer. À la tombée de la nuit, des machines me maintenaient en vie. La nuit fut agitée pour mes parents qui dormaient sur un matelas d'hôpital. Ils s'effondraient de fatigue, puis se réveillaient en sursaut, pétris d'inquiétude. Ma mère me dira plus tard, ce fut l'une des pires nuits de ma vie. Mon retour à la vie. Heureusement, le lendemain matin, je pouvais à nouveau respirer sans assistance, si bien que les médecins me sortirent du coma. Lorsque je repris connaissance, j'avais perdu le sens olfactif. En guise de test, une infirmière me demanda de me moucher et de sentir une brique de jus de pomme. Mon odorat était revenu, mais à la surprise générale, le fait de me moucher avait propulsé de l'air à travers les fractures de mon orbite gauche, et j'avais un œil littéralement exorbité. Le globe oculaire débordait de sa cavité, à peine retenu par la paupière et le nerf optique. L'ophtalmologiste précisa que mon œil se remettrait progressivement en place à mesure que l'air s'évacuerait, mais qu'il était difficile de dire combien de temps cela prendrait. Je devais subir une intervention chirurgicale 1 semaine plus tard, ce qui me laissait un peu plus de temps pour me rétablir. J'avais une tête de boxeur défigurée après un match difficile, mais je fus autorisé à quitter l'hôpital. Je rentrai à la maison avec le nez cassé, une demi-douzaine de fractures au visage et l'œil gauche protubérant. Les mois suivants furent difficiles. J'avais l'impression que tout ce qui remplissait ma vie était en pause. Je vis double pendant des semaines, ma vision était floue. Cela a pris plus d'1 mois, mais mon globe oculaire retrouva finalement sa place. Entre les convulsions et mes problèmes de vision, il me fallut 8 mois avant de pouvoir reprendre le volant. Pendant les séances de kiné, je pratiquais des schémas moteurs de base comme marcher en ligne droite. J'étais déterminé à m'en sortir, mais plus d'1 fois, je me suis senti déprimé et dépassé. Je pris douloureusement conscience du long chemin qui m'attendait lorsque je retournais sur le terrain de baseball 1 an plus tard. Le baseball avait toujours occupé une place importante dans ma vie. Mon père avait participé à la Ligue mineure de baseball avec les Cardinals de Saint-Louis et je rêvais de devenir joueur professionnel. Après des mois de rééducation, je désirais avant tout retourner sur le terrain. La reprise ne fut pas une partie de plaisir. Lorsque la saison débuta, j'étais le seul junior exclu de l'équipe de baseball du circuit. On me rétrograda pour m'intégrer à l'équipe des 2e années du circuit junior. Je jouais depuis l'âge de 4 ans et pour quelqu'un qui avait consacré tant de temps et d'efforts à ce sport, se faire rétrograder était plutôt humiliant. Je me souviens parfaitement de ce jour comme si c'était hier. Je m'assis dans ma voiture et je pleurais en faisant défiler les canaux de la radio, cherchant désespérément une chanson qui me remonterait le moral. Après 1 an de tergiversation, je réussis à obtenir le statut de joueur senior, mais j'étais rarement sur le terrain. Au total, je jouais 11 manches de baseball avec l'équipe du lycée, soit à peine plus d'1 match. Malgré ma médiocre carrière au lycée, je pensais que j'avais encore toutes mes chances pour devenir un grand joueur. Et je savais que si les choses pouvaient s'améliorer, cela dépendrait uniquement de moi. Le tournant décisif se présenta 2 ans après ma blessure au début de mes études à l'université de Denison. Ce fut un nouveau départ et c'est là que je découvris le pouvoir surprenant des petites habitudes. Comment j'ai compris le pouvoir des habitudes? M'inscrire à l'université de Denison fut l'une des meilleures décisions de ma vie. Je réussis à intégrer l'équipe de baseball et même si j'étais au bas de la liste en tant que jeune recrue, j'étais ravi. Malgré mes années de lycée chaotique, j'avais réussi à devenir athlète universitaire. Même si je n'allais pas jouer les matchs de sitôt, je me concentrais sur une tâche, mettre de l'ordre dans ma vie. Tandis que mes camarades se couchaient tard et jouaient à des jeux vidéo, je mis en place de bonnes habitudes de sommeil et me couchais tôt tous les soirs. Dans le joyeux bazar d'une résidence universitaire, je tenais à garder ma chambre propre et bien rangée. Ces améliorations étaient mineures, mais elles me donnaient un sentiment de contrôle sur ma vie. Je reprenais peu à peu confiance en moi, ce qui transparaissait notamment dans mes résultats parce que j'adoptais de bonnes habitudes de travail.
Une habitude est une activité routinière ou un comportement exécuté régulièrement et, la plupart du temps, automatiquement. Au fil des semestres, j'accumulais des habitudes simples mais régulières qui aboutirent à des résultats qui me seraient parus inimaginables au début de mes études. Par exemple, pour la première fois de ma vie, je pris l'habitude de soulever des poids plusieurs fois par semaine. Au cours des années qui suivirent, ma carrure se développa. Pour une taille de 1,92 m, je suis passé d'un poids plume de 77 kg à une masse de muscles de 90 kg. Au début de la deuxième saison, j'obtins le poste de lanceur. Pendant mon année en équipe junior, je fus élu capitaine de l'équipe et, à la fin de la saison, je fus sélectionné pour intégrer l'équipe All-Conference. Mais ce n'est que pendant ma saison en équipe senior que mes habitudes de sommeil, d'études et de musculation commencèrent véritablement à porter leurs fruits. 6 ans après avoir été frappé au visage par une batte de baseball, transporté à l'hôpital et plongé dans le coma, je fus sélectionné pour devenir athlète de haut niveau par l'université et j'intégrai l'équipe Academy All-America d'ESPN, un privilège accordé à 33 joueurs seulement à travers le pays. À la fin de mes études, je figurais dans le livre de l'école dans 8 catégories. La même année, je reçus la plus haute distinction académique de l'université, la médaille du président. J'espère que vous me pardonnerez si l'énoncé de ce palmarès semble prétentieux. Pour être honnête, ma carrière d'athlète n'avait rien de légendaire ou d'historique. Je ne devins jamais joueur professionnel. Cependant, avec le recul, je pense avoir accompli une chose tout aussi rare. J'ai réalisé mon potentiel. Et je crois que les concepts exposés dans ce livre vous aideront également à réaliser le vôtre. Nous sommes tous confrontés à des difficultés dans la vie. Cette blessure fait partie de moi et cette expérience m'a appris une leçon fondamentale. Des changements qui, au départ, paraissent minimes et dérisoires, aboutiront à des résultats remarquables si vous êtes prêt à les appliquer durablement. Nous vivons tous des échecs, mais à long terme, notre qualité de vie dépend souvent de la qualité de nos habitudes. Avec les mêmes habitudes, vous obtiendrez les mêmes résultats, mais avec de meilleures habitudes, tout est possible. Peut-être existe-t-il des gens qui peuvent obtenir un succès incroyable du jour au lendemain. Je n'en connais pas et je n'en fais sûrement pas partie. Il n'y a eu aucun moment décisif dans mon parcours. Du coma médicalement provoqué à l'Academic All-America, j'ai connu beaucoup d'étapes clés. Ce fut une évolution progressive, une longue série de petites victoires et de petites avancées. La seule façon pour moi de progresser, la seule possibilité qui s'offrait à moi, c'était de commencer modestement. Et j'ai utilisé cette même stratégie quelques années plus tard, lorsque j'ai lancé ma propre entreprise et commencé mes recherches pour ce livre. Comment et pourquoi j'ai écrit ce livre? En novembre 2012, j'ai commencé à publier des articles sur mon site jamesclear.com. Pendant des années, je prenais des notes sur mes expériences personnelles concernant les habitudes et j'étais enfin prêt à en faire profiter mes lecteurs. Au début, je publiais un article tous les lundis et jeudis. En quelques mois, cette simple habitude d'écriture m'a permis d'atteindre 1000 abonnés. Fin 2013, ils étaient plus de 30 000. En 2014, j'avais 100 000 abonnés, ce qui plaçait ma newsletter parmi celles ayant connu l'une des croissances les plus fulgurantes de l'Internet. Je me sentais comme un imposteur parce que je n'avais commencé à écrire que 2 ans plus tôt. Mais à l'évidence, j'étais devenu un expert en matière d'habitude, statut qui me satisfaisait plutôt, mais pour lequel je ressentais un certain malaise. Je ne m'étais jamais considéré comme un expert en la matière, mais plutôt comme quelqu'un qui expérimentait au profit de ses lecteurs. En 2015, j'ai atteint 200 000 abonnés et signé un contrat avec Penguin Random House pour me lancer dans l'écriture du livre que vous avez entre les mains. Au fur et à mesure que mon public grandissait, mes opportunités commerciales grandissaient. On me demandait de plus en plus souvent de collaborer avec de grandes entreprises sur l'art d'acquérir de bonnes habitudes, sur le changement de comportement et sur l'amélioration permanente. Je me suis même retrouvé à prononcer des discours lors de conférences aux États-Unis et en Europe. Depuis 2016, mes articles paraissent régulièrement dans des magazines de renom comme Time, Entrepreneur et Forbes. Étonnamment, mes publications ont été lues par plus de 8 millions de personnes cette année-là. Les entraîneurs de la NFL, de la NBA et de la MLB s'intéressent à mon travail et en font profiter leurs équipes. Au début de l'année 2017, j'ai lancé Habits Academy,
qui est devenue la principale plateforme de formation pour les organisations et les personnes souhaitant adopter de meilleures habitudes de vie et de travail. Des entreprises de classement Fortune 500 et des startups en pleine croissance ont recruté leurs dirigeants et leur personnel et les ont formés grâce à cette plateforme. Au total, plus de 10 000 dirigeants, responsables, entraîneurs et enseignants ont obtenu leur diplôme de la Habits Academy. Notre collaboration m'a énormément appris sur le fonctionnement des habitudes dans le monde réel. Au moment où j'apporte la touche finale à ce livre, en 2018, JamesClear.com reçoit des millions de visiteurs par mois et près de 500 000 personnes sont abonnées à ma newsletter hebdomadaire, un chiffre qui dépasse à tel point mes attentes initiales que je ne sais pas trop qu'en penser. Vous trouverez sur le site habitsacademy.com plusieurs documents complémentaires comme des exemples de tableaux de bord des habitudes, des modèles de superposition d'habitudes ou encore des tests de personnalité. En quoi ce livre pourra-t-il vous aider ? L'entrepreneur et investisseur Naval Ravikant a déclaré « Pour écrire un bon livre, vous devez d'abord vivre ce livre ». J'ai testé et approuvé toutes les astuces et idées que je vous propose ici. J'ai dû instaurer de petites habitudes pour me remettre de mes blessures, pour m'améliorer à la salle de sport, pour jouer à un haut niveau sur le terrain, pour devenir écrivain, pour bâtir une entreprise florissante et tout simplement pour devenir un adulte responsable. De petites habitudes m'ont aidé à exploiter pleinement mon potentiel. J'imagine que si vous avez acheté ce livre, c'est que vous aussi, vous souhaitez vous épanouir. Dans les pages qui suivent, je vous proposerai un plan détaillé pour créer de meilleures habitudes, pas pendant quelques jours ou semaines, mais pendant toute votre vie. Bien que tout ce que j'ai écrit ait été scientifiquement démontré, ce livre n'est pas un travail de recherche universitaire, c'est un mode d'emploi. Vous découvrirez que la sagesse et les conseils pratiques sont au cœur de mes explications pour vous aider à créer et à modifier vos habitudes de manière facile à comprendre et simple à appliquer. Les domaines sur lesquels je m'appuie, la biologie, les neurosciences, la philosophie, la psychologie, etc., existent depuis de nombreuses années. Je vous propose une synthèse des meilleures idées découvertes par les savants il y a longtemps, ainsi que quelques trouvailles parmi les plus convaincantes faites récemment par les scientifiques. J'espère que ma contribution vous aidera à trouver les idées qui vous parlent et à les associer de manière efficace. Tous les éléments de sagesse que vous trouverez dans ce livre sont attribuables aux nombreux experts qui m'ont précédé. Tous les éléments qui vous semblent un peu stupides, considérez qu'il s'agit d'erreurs liées à mon cheminement. Ce livre repose sur mon modèle d'habitude en 4 étapes. Déclencheur, envie, réponse et récompense, ainsi que sur les 4 lois du changement de comportement qui découlent de ces étapes. Les lecteurs ayant une formation en psychologie reconnaîtront peut-être certains de ces termes dans le conditionnement opérant qui avait été proposé pour la première fois dans les années 1930 par B.F. Skinner sous la forme d'un processus stimulus, réponse, récompense, et qui a été popularisé plus récemment sous le nom de déclencheur, routine, récompense dans Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Les scientifiques spécialisés dans le comportement, comme B.F. Skinner, ont compris que si vous appliquiez la récompense ou la punition appropriée, vous pourriez amener les gens à adopter certains comportements. Mais si le modèle de B.F. Skinner explique très bien comment les stimuli externes influencent nos habitudes, il manque une bonne explication sur la manière dont nos pensées, nos sentiments et nos croyances influencent notre comportement. Les états internes, nos humeurs et nos émotions jouent également un rôle. Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont entrepris de déterminer le lien entre nos pensées, nos émotions et notre comportement. J'aborderai également ces travaux dans mon livre. Je propose donc une réflexion basée sur un modèle intégré des sciences cognitives et comportementales. Je crois que c'est l'un des premiers modèles de comportement humain à rendre compte avec précision de l'influence des stimuli externes et des émotions internes sur nos habitudes. Bien que certains termes soient familiers, je suis convaincu que les explications ainsi que les applications des 4 lois du changement de comportement vous offriront une nouvelle façon d'envisager vos habitudes. Le comportement humain est en constante évolution, d'une situation à l'autre, d'un instant à l'autre. Ce livre traite de ce qui est immuable, les fondamentaux du comportement humain, les principes indéfectibles sur lesquels vous pouvez vous appuyer année après année,
les idées sur lesquelles vous pouvez bâtir une entreprise, fonder une famille, construire une vie. Il n'existe pas une bonne façon de créer de meilleures habitudes, mais ce livre décrit la meilleure façon que je connaisse, une approche qui sera efficace quel que soit votre point de départ et quelle que soit votre destination. Les stratégies que je décris seront utiles à quiconque recherche un système progressif d'amélioration, que vos objectifs soient axés sur la santé, l'argent, la productivité, les relations ou l'ensemble de tout cela. Ce livre sera votre guide dans votre quotidien.